Bonjour les amis, je vois Alan Duncan. Alan Duncan, oui, c'est ça. C'est le seul que je vois pour l'instant. Je sais que vous êtes deux à me regarder. Là, j'avais promis de faire un direct ce 6 novembre 2023 pour le 41e anniversaire de la session de Paul Biya à la magistrature suprême. Alors j'ai traîné un peu pour donner la chance à nos amis outre-Atlantique, d'Amérique du Nord. Décalage horaire oblige. Alors les amis, certains d'entre vous qui regarderont cette vidéo plus tard n'étaient certainement pas nés au moment où, succédant à Idjo, Paul Biya devenait président du Cameroun. Deuxième président du Cameroun, moderne, puisque même s'il est vrai que André Marembida avait été le tout premier ministre du Cameroun autonome, du mois de mai 1957 à février 1958, après avoir été débarqué par le gouverneur Jean Ramadier, le tout premier président du Cameroun, le Cameroun moderne, c'était Amadou Ahidjo, suivi de Paul Biya. Je salue l'ami Élise Evans, professeur au Texas, qui nous regarde. Salut, on l'accueille. C'est pour vous qui vivez aux États-Unis que je fais des directs si tardivement. Décalage horaire oblige. Alors, Ahidjo, vous disais-je l'autre fois, avait démissionné le 4 novembre 1982. Et cette décision avait pris effet le 6 novembre de la même année. Alors, nous y sommes en plein, 41 ans jour pour jour. Est-ce que les Camerounais ont gagné au change? Quelques années après sa disparition, je veux parler du président Amadou Ahidjo, le tout premier président du Cameroun moderne, putativement père de l'indépendance, même si j'aimais volontiers cette appellation entre guillemets, parce que les partisans des nationalistes dont je suis vont vous dire que les vrais pères du nationalisme, ce sont les UPCistes. L'UPC, c'est assez intéressant, qui a vu le jour en 1948, c'est-à-dire année de la création de l'État d'Israël. Je vous ferai des similitudes entre les deux cas une autre fois. Je signale aussi que la dynamo de Douala a vu le jour en 1948, qui avait été voulu comme le pendant politique de la jeunesse. Donc, nous sommes 41 ans après. Quand Ahidjo arrive au pouvoir, dans des conditions très très difficiles, c'est l'homme de Français, il va essuyer beaucoup de résistance avec beaucoup de véhémence, dans l'action comme dans le propos. C'est l'homme qu'on attendait le moins. Pierre Mesmer va dire dans ses mémoires que la France a donné l'indépendance à ceux qui la réclamaient le moins ou ceux qui ne la réclamaient pas du tout, pour prendre des nationalistes à leur propre jeu. Paul Biya, lui, revient de France en 1962. Il a 29 ans. Il est muni d'une lettre de recommandation de Louis-Paul Odjoula, un colon qui a fait de la politique au Cameroun et qui a créé un parti politique dont la raison d'être était la destruction des nationalistes. Son parti s'appelle le BDC, Bloc démocratique camerounais. Il a vu le jour en 1951, soit 3 ans après la naissance de l'UPC. Donc, il va même représenter le Cameroun au Parlement français. Il sera battu par un de ses disciples, André Marembida, et retiré en France. Il donne, quand Biya finit ses études, une lettre de recommandation à l'intention du président Ahidjo. Le président Ahidjo qui est un de ses poulains aussi. Parce que Ahidjo aussi va commencer sa carrière politique au sein du BDC, parti de Louis-Paul Odjoula, celui qu'on dit être le colon le plus nuisible du Cameroun, l'homme qui putativement
a introduit au Cameroun la pratique de l'homosexualité comme un sésame. Alors, il revient avec cette lettre de recommandation. C'est Christian Tobiko, le tout premier secrétaire général de la présidence et tout premier directeur du cabinet civil. À un moment, il va cumuler les deux fonctions. Il va finir sa carrière au sein de la commune de Douala, la commune urbaine de Douala, comme délégué du gouvernement. C'est lui qui le rapporte dans ses mémoires. Donc, Aïdjo l'appelle, il lui tend une lettre déjà décachetée. Il lui dit trouver une place à ce postulat. Il s'adresse au sujet de Paul Biya. Donc, Paul Biya va, dans un premier temps, être chargé des missions à la présidence. On va lui donner des tâches subalternes. Et à un moment, c'est toujours Christian Tobiko qui parle. À son grand étonnement, Aïdjo l'appelle et il lui demande de le nommer directeur de cabinet. Alors on a un problème de connexion. Il a essayé de montrer quelques réticences et Aïdjo l'a remballé sèchement. Donc Biya, après quelques temps passé au sein de la présidence, va devenir directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale. Et il repartira de là pour revenir à la présidence, d'où il ne partira que pour devenir Premier ministre en 1975. Il va occuper tour à tour des charges de mission. Il est directeur de cabinet civil, secrétaire général de la présidence. Il part de là pour devenir Premier ministre en 1975. Il faut rappeler que ce poste avait été dissous. C'est-à-dire qu'il insistait, je ne vais pas dire à l'indépendance, mais à l'autonomie. Parce que lorsqu'il y a des élections, les premières élections donnant naissance à ce qu'on peut appeler un parlement doté de pouvoirs de voter des lois, nous sommes, là je salue l'ami Zé Bogossien, on l'accueille. Il y a Grand Menems qu'on accueille également, Robin Tchanja, bienvenue, Radiance. C'est le 23 décembre 1956 qu'on organise des élections auxquelles ne prendra pas part l'UPC pour causer de dissolution en amont. L'UPC a été dissoute le 13 juillet 1955. L'UPC lance un mot d'ordre de boycott. Donc, c'est au terme de ces élections du 23 décembre 1956 que nous allons avoir un parlement. On va en avoir trois. On a l'ARCAM, Assemblée représentative du Cameroun, qui n'a véritablement aucun pouvoir en dehors d'un petit droit de regard sur le budget, dont le dernier mot revient au gouverneur. On va ensuite avoir l'ATCAM, Assemblée territoriale du Cameroun. Je ne sais pas s'il faut dans ça dans l'ordre, je ne sais pas si c'est l'ATCAM qu'on a eu ou l'ARCAM avant, mais toujours est-il qu'on a eu l'ARCAM, Assemblée représentative du Cameroun. On va avoir l'ATCAM, Assemblée territoriale du Cameroun, et on va donc avoir l'ALCAM, l'Assemblée législative du Cameroun, où le Parlement va disposer des réels pouvoirs de voter des lois. Même si là encore, le droit de veto revient au gouverneur, comme vous l'avez vu, avec le coup d'État qu'on a fait à André-Marie Mbida, c'est le Premier ministre issu de ce qu'on va appeler le régime autonome, est responsable devant le gouverneur colonial qui représente le ministre d'Outre-mer, en fait, le ministre des colonies. Donc, c'est au terme de cette élection que nous avons le tout premier, on a le premier ministre camerounais, autonome, mais les anglophones l'ont eu avant nous, mais c'est un autre débat. Au bout d'un an, André-Marie Mbida devient Premier ministre au mois de mai 1957, et on va le débarquer en février 1958. Un peu moins d'un an. Aïdjo, qui ne serait jamais devenu président, n'eussent été des gens comme Paul Sopo-Prezo. Parce que quand on veut débarquer André-Marie Mbida, il faut trouver quelqu'un pour le remplacer. Le parti d'André-Marie Mbida a eu 20 sièges lors des élections du 23 décembre 1956.
il est dévancé par le parti UC, Union Camerounaise d'Amadou Ahidjo, qui totalise 31 sièges. C'est-à-dire que Ahidjo a 11 sièges de plus que lui. Et c'est à ce titre qu'il participe à la coalition gouvernementale. Il est vice-premier ministre en charge du ministère de l'Intérieur. Donc il a beaucoup d'élus. Donc, pour débarquer André Marine-Bida, il faut trouver quelqu'un qui puisse le remplacer et qui puisse pratiquer la politique qu'André Marine-Bida refuse de faire. Donc, on va contacter Paul Sopo-Prezo, qui aurait pu être président du Cameroun s'il avait voulu. Mais je vous ferai un direct sur ça. On lui montre les termes, etc. Paul Sopo-Prezo refuse. Paul Sopo-Prezo dit « Je n'aimerais pas passer à la postérité comme l'homme qui aura bradé le Cameroun pieds et poings liés. » Et allez voir Njoya Aruna. Njoya Aruna était sénateur en France, mais c'est le père d'Adamouna Njoya. On va voir Njoya Aruna regarde et décline. Et il leur dit, mais allez voir Ahidjo. Donc on va voir Ahidjo. Ahidjo ne veut pas dans un premier temps, parce qu'Ahidjo, il a une peur bleue d'André Marine-Bida. André Marine-Bida, c'est un boulot. L'homme est violent dans le propos. Comme dans l'action, il ne tarde pas à gifler un colon et à le remettre dans l'avion, etc. L'homme était très cultivé, mais en même temps, il était doté d'un comportement volcanique, un tempérament volcanique. Donc, Jean Ramadier, qui va remplacer Pierre Mesmer, on va faire venir Ahidjo à Paris, on va le rassurer, on va lui donner des gages, on va lui dire, voilà, tout ce que vous avez à faire, c'est de démissionner en bloc avec les élus du Nord, et nous allons vous couvrir. Et vous n'arrivez à rien. Donc, Amadou Ahidjo sait qu'il est illégitime au regard des sudistes. On lui a un peu forcé la main parce qu'il ne voulait pas faire la politique. C'est un Français industriel qui était au Nord qui va le pousser à se représenter. On va bourrer des urnes, etc. Mais il est conscient qu'il est illégitime par rapport à l'antériorité du combat nationaliste mené par les sudistes. Donc il a des résistances. Mais une fois arrivé aux affaires, il va essayer d'associer le plus grand nombre de personnes à la gestion. Et quand on lui recommande Paul Biya va le berner parce que Paul Biya fait semblant de ne pas s'intéresser à la politique. Lorsque Biya devient Premier ministre en 1975, le poste avait été supprimé parce que le Cameroun a son autonomie en 1957. Je parle du Cameroun francophone. Il va accéder à l'indépendance nominale le 1er janvier 1960. Mais pendant ce temps, les anglophones sont encore rattachés à la Fédération du Nigeria, même s'ils jouissent d'une certaine autonomie depuis la conférence d'Ibadan en 1950. Donc, les anglophones ne sont pas encore les francophones. Donc, lorsque le Nigeria accède à son indépendance en octobre 1960, et au mois d'octobre, au terme des accords de Fumban, je crois que c'est octobre 1961, une année plus tard donc, on va procéder à la Fédération des dieux Cameroun, de réunification. Donc, en lieu et place de République du Cameroun, comme nous nous appelons aujourd'hui, on va faire la République fédérale du Cameroun, symbolisée par 2 étoiles. Symbolisant 2 États, 2 peuples, etc. Donc, je vous parle de ça pourquoi? Parce que c'est ce qui va expliquer la suppression du poste de Premier ministre. Parce que chez les anglophones, ils ont un Premier ministre. Mais là-bas, le Premier ministre est élu parce qu'il est l'émanation d'une vérité, on va dire une arithmétique électorale. C'est-à-dire que comme dans tout système parlementaire, c'est celui, le parti qui totalise le plus grand nombre d'élus, qui a la charge de constituer le gouvernement. Donc une fois que les anglophones se sont joints aux francophones, octobre 1961, et qu'on a réussi à faire la réunification,
On va supprimer le poste de Premier ministre. On aura Ahidjo qui est le président fédéral et il aura un vice-président fédéral en la personne d'un anglophone. D'abord Djongo Foncha et ensuite Salomon Tandemona. C'est ce qui explique que le poste de Premier ministre est dissous. Mais entre-temps, quand on dissout le poste de Premier ministre, la personnalité la plus forte, protocolairement, c'est le secrétaire général de la présidence de la République, qui est une sorte de Premier ministre sans le titre. C'est de cette époque qu'on va noter la prééminence du secrétaire général de la présidence, le collaborateur le plus proche du président, il le voit tous les jours. Mais c'est un doigt-là. Contrairement à ce que j'ai dit ça et là, Paul Biya n'est pas le premier à occuper ce poste. Il n'est même pas le deuxième. Parce que la première personne... D'abord, ce poste n'existait pas. On avait un directeur de cabinet, un directeur de cabinet civil. C'est un doigt-là qui occupait ce poste, qui s'appelait Christian Tobie-Cour. Ensuite, Ahidjo va créer le poste de secrétaire général de la présidence et il va demander à Tobie-Cour de cumuler les deux fonctions. Secrétaire général de la présidence, directeur du cabinet civil. Et quand il sera appelé à d'autres fonctions, c'est pas Paul Biya qui arrive. C'est quelqu'un qui s'appelle Zaché Mongoso. Parce que Paul Biya n'est que la troisième personnalité à occuper ces fonctions de secrétaire général de la présidence. Il va aussi les cumuler d'ailleurs. Donc, quand on supprime le poste de Premier ministre, la personnalité la plus puissante, le collaborateur chef de l'État, c'est le secrétaire général de la présidence. Mais étatiquement, protocolairement, la deuxième personnalité de l'État, c'est le vice-président fédéral. Djongo Foncha et Salomon Tandemona plus tard. Et la Constitution dit, en cas de vacance de pouvoir, par indisponibilité, par événement exceptionnel, par décès, par démission, l'intérim de la présidence de la République est assuré par le vice-président qui peut terminer le mandat et qui peut se présenter en son nom propre. Mais le vice-président est un anglophone. Salomon Tandemona. En 75 jours, enfin, on va nommer un Premier ministre. Mais le Premier ministre, constitutionnellement, n'est pas un dauphin. La Constitution prévoit que, en cas de vacance du pouvoir, c'est le président de l'Assemblée nationale, qui est alors un anglophone. En 1979, on n'a pas encore changé cette prédisposition. Il y a un congrès, je crois que c'est le deuxième congrès ordinaire de l'UNC, Union nationale camerounaise, parti unique, ancêtre du RDPC, c'est tient à Douala. Je crois que ça s'appelle le congrès de la maturité. Ahidjo avait pensé démissionner à cette occasion, mais les barons du Nord vont lui dire non, je ne pouvais pas partir comme ça, etc. Donc ça va retarder un peu. Il va faire des aménagements par rapport à la retraite du président de la République, les avantages dont il doit jouer, etc. On nomme un Premier ministre en 1975, qui est Paul Biya. Mais la Constitution prévoit qu'en cas de vacances, c'est le président de l'Assemblée nationale, qui est un anglophone. Là-dessus, dans les entrefaites, Ahidjo se rend en France en visite privée, dans sa propriété de la Côte d'Azur à Mougins. Si vous connaissez la Côte d'Azur, on est sur les hauteurs de Cannes, à Grasse plus précisément. Dans la nuit du samedi à dimanche, il plonge dans le coma, pour des raisons inconnues. Valéry Giscard d'Estaing est président en France. Ça fait un an qu'il est... Enfin, ça fait 4 ou 5 ans qu'il est président. Il a été élu en 1974 à la mort de Pompidou. Son en 1979. Une fois que Ahidjo sort du coma, on le convoque à l'Élysée. Après les civilités, Valéry Giscard d'Estaing lui dit, voilà, quand vous rentrez au Cameroun, vous convoquez l'Assemblée nationale
et vous leur demandez de procéder tout à fait cessante à une modification constitutionnelle. C'est-à-dire qu'en lieu et place du président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim, ça sera le Premier ministre. Aïdjo lui dit, mais pourquoi pas, machin. Giscard d'Estaing lui dit, mais le président de l'Assemblée nationale, c'est un anglophone. Si vous arrivez quelque chose, c'est lui qui succéderait. Parce qu'en 1972, on a découvert le pétrole dans un anglophone. Nous sommes en 79. On a déjà fait l'unification. Parce que les Français vont pousser à l'unification parce qu'on a découvert le pétrole dans un anglophone. Donc, si on ne modifie pas la Constitution en 1979, on la laisse en l'état. Si le président est empêché, s'il décède brutalement, c'est le président de l'Assemblée nationale. Il se trouve que c'est un anglophone. Alors, il y a déjà des velléités de sécession du côté des anglophones. Parce que les anglophones estiment que ce qu'on a fait à Israël, enfin, ce qu'on a fait aux Palestiniens, c'est ce qu'on a fait aux anglophones du Cameroun. On ne leur a guère laissé le choix que de rejoindre le Cameroun francophone, la République du Cameroun, ou alors de rester rattachés au Nigeria. On ne leur a pas donné l'option de l'autodétermination. Certains parlent abusivement des référendums. Il n'y a pas eu de référendum. Il y a eu un plébiscite. En droit international, ce n'est pas la même chose. On ne leur a guère laissé le choix de décider de leur sort, l'autodétermination, tel que reconnu par une charte des Nations Unies, tel que reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, les anglophones ont toujours les velléités, ils ne sont pas satisfaits. Donc, on s'est dit, voilà, si l'intérim était assuré par un anglophone, d'ici à ce qu'il fasse sécession, il n'y a quand même pas qu'il les intérêts pas à franchir. Donc, on intime au président camerounais, Amadou Ahidjo, de rentrer au Cameroun et de procéder d'ardard à une modification constitutionnelle. C'est ce qui sera fait en cas de vacance du pouvoir, par indisponibilité, par décès, etc. Le Premier ministre assure l'intérim, il peut terminer le mandat et il peut se présenter en nom propre. Donc la voie est ouverte pour Paul Biya. C'est Paul Biya le Premier ministre. Dans un premier temps, en 1980, c'est-à-dire une année après la modification constitutionnelle, il y a un congrès au Cameroun. C'est le 3e congrès ordinaire de l'UNC, Union nationale camerounaise, parti unique et ancêtre du RDPC, actuel parti au pouvoir. L'UNC va se muer en RDPC à la faveur du congrès de Bamenda en 1985. Quand Giscard arrive au pouvoir, parce que le président Pompidou décède le 2 avril 1974, accidentellement. Enfin, il était malade, tout le monde savait qu'il était malade, mais on ne savait pas qu'il allait mourir sitôt et de façon brutale. Devenu président de la République, au lendemain de la démission du général de Gaulle, parce que de Gaulle a été chassé par la défaite d'un référendum. Il avait organisé en 1969 un référendum, excusez-moi, un référendum sur la réforme du Sénat et la modernisation des régions. Et il avait commis l'erreur de s'engager. Il avait dit, s'il était désavoué, il partirait aussitôt. Alors certains ont saisi la balle de l'occasion pour le faire partir. Donc quand Pompidou est élu à sa suite, Pompidou dit, voilà, la continuité dans la politique de De Gaulle. C'est la continuité. Donc il garde Jacques Foccart. Jacques Foccart qui était l'homme de De Gaulle, à qui on attribuait tous les mots dans le précaré. Donc, quand De Gaulle, on salue l'ami Thierry Martial qui nous rejoint à l'instant, on salue l'ami Lucie Allo aussi, Tatamo et Constant Chanda, bienvenue. Quand Giscard d'Estaing arrive au pouvoir, il se débarrasse de Foccart, mais il lui demande la permission de conserver son numéro 2
qui s'appelle René Journiac. Et René Journiac, c'est un magistrat colonial qui a travaillé au Cameroun. Les Camerounais lui doivent tout l'arsenal juridique qui interdit aux gens de manifester, toutes ces lois scélérates, c'est l'héritage résiduel de René Journiac. C'était le numéro 2 de Jacques Foccart dans la cellule de l'Élysée pour les affaires africaines. Et donc Giscard d'Estaing ne veut pas travailler avec Foccart, mais il lui demande la permission de garder son numéro 2. Foccart accepte, parce que pour Foccart, Journiac, qui était presque un obligé, serrait son œil au sein du gouvernement. Et les chefs d'État africains ont continué à faire confiance à Foccart, malgré qu'il soit mis à la touche. Donc, quand Giscard arrive au pouvoir, lui, il est d'une autre génération. D'abord, il est né à Koblenz, en Allemagne. Son père était un haut fonctionnaire. Il a une autre approche des choses. Il n'est pas gaulliste, contrairement à ce que je dis ici et là. C'est un centriste. Même s'il a été ministre des Finances du général de Gaulle, il a été celui de Pompidou, mais c'est un centriste. Il n'est pas gaulliste du tout. Il est venu à la politique dans le cabinet d'Edgar Faure. Edgar Faure était le président du Conseil des ministres, c'est-à-dire que c'est comme le Premier ministre, c'est comme ça qu'on appelle le Premier ministre en Italie. Edgar Faure, c'est l'homme qui va signer le décret supprimant ou abolissant l'UPC le 13 juillet 1955. Donc lui, il vient à la politique à partir du cabinet d'Edgar Faure. Et il a une autre vision des choses. Dès qu'il prend le pouvoir, il réunit ses collaborateurs et il leur dit, voilà, il faudrait qu'on ait une approche différente de la politique africaine de la France. Parce que les jeunes gens qui sont nés après les indépendances n'ont pas connu la colonisation, n'ont pas connu l'esclavage, ils vont souvent dans les mêmes écoles que nos enfants. Ils peuvent nous faire perdre des choses. Donc il faudrait que nous ayons une approche moderne des relations d'égal à égal. Il a en esprit le coup d'État de 1964 au Gabon, parce qu'au Gabon, il y a des jeunes officiers qui ont fait un coup d'État à Léomba, l'homme de Paris. Ça a duré quelques jours. Ils ont mis à la place Hilaire Obama, un pro-américain qui détestait la France. Bon, on a rétabli Léomba, ça a donné Bongo, etc. Je n'insiste pas. Mais donc Giscard était traumatisé par ça. Donc Giscard dit, voilà, j'envoie une délégation voir ce qu'on appelle les pères des indépendances pour leur dire de partir d'eux-mêmes, de céder la place aux jeunes. Aux jeunes, pour que nous ne perdions pas. Parce que nous sommes sous le contexte, nous sommes dans le cadre de la guerre froide. La plupart de ces jeunes lisent Karl Marx, ils lisent Lénine, ils ont des idées de révolutionnaires. S'ils prenaient le pouvoir de force, sans que nous anticipions le mouvement, ça en est fini pour la France. Donc, on commence par Dakar. On va dire à Senghor, parce que le critère, c'est quoi? Le critère de remplacement. Ce sont des jeunes gens qui ont fait des études, qui ont occupé des postes comme directeur de cabinet, secrétaire général à la présidence, premier ministre ou président de l'Assemblée nationale, qui ont fait des études en France, qui ont été biberonnés à l'amour de la France, qui n'ont jamais participé à des manifestations contre la France. Donc voilà le critère. Mais il faut qu'ils soient jeunes. Donc, les émissaires commencent par Dakar. À Dakar, il n'y a pas de problème. On va parler à Senghor, on lui dit, voilà, on va te mettre à l'Académie française. Senghor, il adore ça. Il est marié à une femme française. Je crois elle est normande. Voilà, il cherche un moyen. Depuis qu'il a eu des problèmes avec Mamadou Dia, son partenaire au sein de ce qu'on appelait la Fédération du Mali, on accueille l'ami Monique Ngo. Bienvenue. Donc, à Dakar, ça se passe bien. On dit, voilà, on envoie Abdou Diouf à Paris pour qu'on essaie de le tâter. Abdou Diouf a fait ses études en France. Il a été formé là où on forme tous les hauts fonctionnaires, l'école d'administration d'outre-mer, l'ancêtre des Sciences Po, en somme. Donc, il n'y a pas de problème. Il a été gouverneur, directeur de cabinet, à peu près le même parcours que Paul Biya. Donc, Senghor n'a pas de problème avec ça. C'est à Abidjan que ça va se gâter.
Parce qu'à Abidjan, Houphouët-Boigny va réagir très mal. Houphouët-Boigny va dire, écoutez, allez dire à Giscard que la prochaine fois qu'il m'envoie une telle stupidité de message, c'est moi, Houphouët-Boigny, qui vais l'enlever. Qu'il se renseigne très bien. Lorsque moi, Houphouët, j'étais à William-Ponty à Dakar, parmi les Français, j'étais le seul qui portait le pantalon. J'avais une cardiaque et j'avais déjà de l'or. Je fais partie des 12 co-rédacteurs de la Constitution française qui permettent à ce connard d'être président et de me parler comme ça. Dites-lui d'étudier l'histoire de la France. Moi, Houphouët, j'ai été ministre d'État du général de Gaulle. C'est nous qui avons ramené de Gaulle au pouvoir en 1958. La prochaine fois qu'il me parle comme ça, c'est moi qui vais le débarquer. Et j'en ai les moyens. On rend compte à Giscard. Giscard, il se confond en excuses. Il vient à Abidjan, etc. Houphouët, pour le flatter, on va donner le nom d'une avenue qui porte son nom. Si vous connaissez Abidjan, boulevard Giscard d'Estaing, du côté de chez mes amis à Makori, là-bas, on va le calmer. Même quand on va renverser Bokassa, c'est Houphouët qui va l'accueillir, qui va essayer de calmer ses ardeurs, jusqu'à ce que Giscard d'Estaing lui manque de respect. Parce qu'il y a un sommet franco-africain à Nice. Et Giscard dit, Houphouët-Boigny demande à Giscard, bon, est-ce qu'on peut sursoir à ça? Parce que j'accueille le pape. Donc, j'accueille le pape et puis on fait... Giscard dit non. Alors, Houphouët dit, très bien, je lâche Bokassa. Donc, Bokassa a la voie libre pour parler des diamants, etc. Et c'est ça qui va coûter à Giscard sa présidence. Mais, dans le même ordre d'idée, ces émissaires vont arriver au Cameroun, on va expliquer à Ahidjo. Ahidjo veut s'en aller. Ahidjo voulait partir depuis 1975. Donc Ahidjo est d'accord. Il faut mettre les modalités. Sauf qu'en 1980, le 6 février, a lieu à Bafoussam le 3e congrès ordinaire de l'UNC, l'Union nationale camerounaise, en septembre du RDPC. Ce congrès doit avoir lieu le 6 février. Mais personne ne sait où est Ahidjo. Ahidjo est porté disparu. Certains disent qu'il est mort en France d'un cancer. Oui, Ahidjo souffrait d'un cancer. Il fumait du Craven. Craven A, c'est une marque de cigarettes. Et on disait qu'il avait un cancer au poumon gauche. C'était des rumeurs. Vous savez, il y avait un seul organe officiel qui s'appelait Cameroun Tribune, avec la radio. Lui, il n'y a pas de télévision au Cameroun, donc les rumeurs, etc. Donc, Ahidjo est porté disparu. Certains disent qu'il est mort. Certains disent qu'il est en exil en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur du Niger, doyen du corps diplomatique, arrivé en fin d'émission, comme c'est la tradition, le président de la République doit le recevoir à déjeuner pour lui faire ses adieux. Mais c'est Paul Biya, Premier ministre, qui fait ce truc. Les gens ne comprennent pas. Mais où est Ahidjo? Ahidjo est en Gandéré. Mais les gens ne le savent pas. Pourquoi est-il en Gandéré? Il doit y rencontrer René Journiac, venu de Libreville, chez Bongo, pour mettre les dernières mains sur les modalités du départ d'Ahidjo et transmettre le pouvoir à Ahidjo, à Paul Biya. Donc, Ahidjo est en Gandéré avec l'ambassadeur, en compagnie de l'ambassadeur de France. Ils vont s'entretenir avec René Journiac, qui va faire un cap à N'Djamena et mettre le cap sur Paris. On aperçoit l'avion à bord duquel est René Journiac et sa délégation. C'est un avion qui appartient à Omar Bongo. On aperçoit déjà le train d'atterrissage, c'est-à-dire les roues de l'avion. Et tout d'un coup, Ahidjo s'est levé par égard, parce que René Journiac, c'est son ancien patron. Je vous ai dit qu'il était magistrat au Cameroun, magistrat colonial. On entend un grand vacarme, et c'est la fumée. L'avion vient de s'écraser. Aucun survivant. On apprendra plus tard qu'on avait introduit, c'est Bokassa qui va le raconter, ça va être confirmé par d'autres sources, qu'on avait introduit à bord de l'avion une bombe, avec la complicité de Bongo. D'ailleurs, c'était l'avion de Bongo. Pourquoi, me direz-vous? René Journiac, c'est lui qui servait d'entre-gens entre l'impératrice Catherine, Bokassa, et Giscard. On dit qu'elle était tombée enceinte de Giscard. On avait dû lui faire un curettage à Paris pour enlever le bébé. Et que René Journiac se serait
servi aussi. C'est-à-dire que vous envoyez quelqu'un vous servir d'entre gens avec une nana, et de temps en temps, il se sert aussi. Giscard aurait été informé et il aurait ainsi décidé de punir son homme, son monsieur Afrique. Voilà. Je parle au conditionnel, mais ce sont des témoignages qui ont été recoupés, c'est dans le domaine public, et beaucoup d'ouvrages en parlent, je pourrais vous en faire recommandation si vous en manifestez le désir. Donc, on va arranger tout, on va prendre les restes des journées, envoyer tout ça. Donc, Ahidjo va gagner un sursis du fait de cet événement. Il va à Bafoussam, on va faire le congrès, on va lui donner 5 années supplémentaires. Il est élu pour 5 ans supplémentaires, c'est-à-dire que nous sommes en 1980. S'il est élu pour 5 ans, un mandat supplémentaire de 5 ans, donc il est là jusqu'en 1985. Sauf qu'il va démissionner 2 ans plus tard. Giscard avait remis, parce que c'est Giscard qui fait pression pour qu'Ahidjo parte. Mais patata, en 1981, Giscard perd l'élection présidentielle en France. L'affaire des diamants de Bokassa a largement contribué à sa défaite. Et ce sont les socialistes qui arrivent au pouvoir. François Mitterrand. Après 23 ans passés dans l'opposition. Mais François Mitterrand avait été 11 fois ministre dans plusieurs gouvernements de la 4e République. Il avait été ministre des colonies. C'est lui qui, en 1950, va retourner Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny qui était un grand nationaliste, créateur de la fédération, le RDA, Rassemblement démocratique africain, avec plusieurs succursales. L'UPC va un temps cheminer avec eux jusqu'en 1950, quand ils vont faire la pause. Donc, François Mitterrand, c'est quelqu'un qui connaissait bien l'Afrique et qui avait des comptes à régler au Cameroun. Parce que certains pensent qu'il était ami à Ernest Ouangi, c'est pas vrai. Il était ami à André Maremida. Lorsque Ahidjo a décidé d'embastiller André Maremida, dont le parti avait constitué un groupe à l'Assemblée nationale en France, Mitterrand était intervenu, on avait envoyé des avocats, et ces avocats, arrivés à Douala, ils n'ont pas quitté l'aéroport, ils sont repartis dans le même vol. Et Ahidjo avait dit, François Mitterrand avait dit, le jour que nous arrivons aux affaires, nous allons nous débarrasser de ce type. Et tient parole. Donc, la plupart des dictateurs de la France-Afrique étaient des francs-maçons. Donc, quand François Mitterrand forme son gouvernement en 1981, il nomme Guy Pen. Il appelle Guy Pen et il propose à Guy Pen d'être son monsieur Afrique de l'Élysée. Guy Pen lui dit, mais moi je suis médecin, je ne sais pas ce genre de politique. Mitterrand lui dit, oui, ce n'est pas pour ta casquette de médecin que je t'appelle pour ton autre casquette, ta casquette de franc-maçon. C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Donc, on nomme Guy Pen, mais Guy Pen, c'est vrai, est médecin de formation. Ahidjo va en France en octobre 1982. Il a des migraines. Il souffre d'un cancer depuis une quinzaine d'années, mais en dehors de ça, il a une vision brouillée. Il a des migraines, il a des pertes de mémoire, même sa femme le dit, vous pouvez regarder sur YouTube, sa femme dit, voilà, son aide de camp est venue me dire, Madame la Présidente, il y a quelque chose dont je me suis entretenu avec le Président, je viens lui rendre compte, il me dit, non, il ne m'a jamais demandé une telle chose. Il avait des pertes de mémoire. Donc, quand il va en France, il se confie, il s'ouvre à Guy Pen. Guy Pen lui dit, écoute, depuis qu'on m'a nommé à l'Élysée, je n'ai plus eu le temps d'exercer, de pratiquer. Va donc voir un tel qui est de mes amis. Je ne vais pas donner son nom, parce qu'il vit encore et il pourra me faire un procès. Donc, va donc voir un tel qui pourrait, qui peut t'aider. Donc, Ahidjo arrive là-bas, il lui dit, voilà, j'ai tel problème, etc. Le monsieur les examine pendant 2 jours, il lui dit, écoute, vous avez 1 semaine à vivre. On ne peut plus rien faire pour vous. Vous avez 1 semaine à vivre. Mais je m'intéresse beaucoup à votre parcours. Je sais que vous admirez le général de Gaulle.
ce serait pas mal que vous partiez avec panache, comme De Gaulle. Ahidjo a dit, bon, vous êtes vous? Je dis, oui, voilà. Donc, Ahidjo est venu en France avec sa femme, il va l'y laisser, il va retourner au Cameroun. Début novembre. Quand il arrive au Cameroun, comme d'habitude, on vient le chercher à l'aéroport. Comme vous voyez, Biya, il a perpétué la tradition. Quelque chose qu'on avait importé de France, c'est De Gaulle qui faisait ça, et tous les petits rois télé du précaré le font. Et dans la voiture, il demande qu'on fasse monter Biya pour le parcours. Il lui dit, écoute, j'ai décidé de démissionner et j'ai pensé à toi. Ils vont faire une délégation. Biya va constituer une forte délégation. Il est en tête de la délégation. Il y a Aïssi Vaudou-Victor, ministre de l'administration territoriale, parce qu'on est équivalent du ministère de l'Intérieur. Il y a Delphine Tchanga, première femme ministre du Cameroun, ministre des Affaires sociales, etc. Beaucoup d'autres, Samuel Ebois. Et ils arrivent, Biya implore Ahidjo. Ahidjo leur dit, non, je suis très très malade. Les médecins m'ont demandé d'aller me reposer, il faut que j'aille me faire soigner. Biya lui dit, non, monsieur le président, prenez le temps qu'il faudra, le temps nécessaire, allez vous soigner. Ahidjo lui a dit, mais ce n'est pas la conception que je me fais de l'État. Je serais en train de tricher avec le peuple camerounais si je restais à la tête de l'État alors que je n'ai plus l'effectivité du pouvoir. Je préfère m'en aller, je vous ai formés tous. Vous avez été à bonne école, la mienne, et j'ai confiance. Paul, j'ai pensé à toi pour me remplacer. Paul Biya feint de demander un délai de réflexion. Il demande 48 heures, et je lui dis, je t'en donne 24. Paul Biya rentre chez lui, et il passe un coup de fil à son ami Ferdinand Oyono, Ferdinand Léopold Oyono, qui était à la mission de l'ONU du Cameroun à New York. Ces derniers ont dit décalage horaire, on dit qu'il dort, il dit non, réveillez-le. Et il lui explique. Ferdinand lui dit, mais Paul, tu es bête. Attends, tu devais accepter sur le champ. Comment est-ce que tu demandais de l'aide de réflexion? Accepte. Tu as travaillé toute ta vie, voilà. Pour la petite histoire, le discours d'investiture que va lire Paul Biya, il est rédigé par Léopold Ferdinand, qui va le télécopier. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Donc Biya dit oui, etc. Mais il y a des gens qui ne sont pas contents. Les cadres du Nord comme Moussa Yaya, lui n'a jamais été ministre, mais ce sont les caciques, les barons de l'UNC. Ahidjo a pris tout le monde de vitesse. Les jeunes cadres nordistes ne sont pas contents. Et il démissionne. Son discours ressemble à celui de De Gaulle. Hein. De Gaulle a été battu au référendum. Il tient parole parce qu'il avait indiqué que s'il était désavoué par la majorité des Français, il cesserait aussitôt ses fonctions, sa situation serait intenable. Il cesserait aussitôt d'exercer ses fonctions. Il tient parole. Il dit, voilà, c'est un communiqué à l'AFP, je décide de mettre fin à mes fonctions de président de la République française. Cette décision est faite aujourd'hui à 12 heures. Ahidjo va dire à peu près la même chose. J'ai décidé de démissionner. Ça, nous sommes le 4 novembre, un jeudi, de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. Cette décision prend effet le 6 novembre, donc 2 jours plus tard, samedi. Parce que si jeudi, les Camerounais repartent, c'est un jour de semaine. C'est un jour ordinaire. Et le journal, la grande messe du journal de 20 heures, c'est le moment où les familles prenaient ils prenaient le repas ensemble. Tout le monde, Ahidjo a appelé tout le monde au cours. On s'est dit que certainement le ciel va tomber sur le Cameroun. Il y a quelque chose de pas normal. Et démission le 4 novembre. La démission prend effet le 6 novembre. Il y a la passation de pouvoir avec Ahidjo, avec Biya. Il prend l'avion pour repartir à Garoua. Il y a des pères de famille qui s'accrochent sur les roues d'avion, qui se couchent par terre pour l'empêcher de partir. De Garoua, il va recevoir les jets de pierres. La foule n'est pas contente. Comment tu peux donner comme ça le pouvoir à ces Gadamayo, ce sudiste? Et le lendemain, il va en France retrouver son épouse.
Donc voilà les conditions dans lesquelles Paul Biya. Mais Paul Biya a bien masqué son jeu, parce que l'Élysée est impliqué là-dedans, on lui a fait avaler le truc. Lorsque Paul Biya était Premier ministre, on lui avait indiqué qu'il y avait des micros pour l'espionner. Il les voyait, mais il faisait semblant de ne pas les voir. Et il organisait des séances où des amis à lui venaient lui dire, mais Paul, fais un peu de politique. Et il leur répondait ostensiblement, si le président Ahidjo m'a nommé ici, ce n'est pas pour faire de la politique, mais c'est pour étudier les dossiers et les soumettre à sa haute tension. Et Ahidjo, écoutez, mais ce qu'il oubliait, c'est que Paul Biya avait détecté ses micros et Paul Biya s'adressait à lui. Ahidjo disait, voilà, j'ai réussi mon coup. Parce que Ahidjo aimait bien Biya. C'est vrai que Paul Biya connaissait les dossiers, mais ce qui l'intéressait chez Biya, comme il va dire à sa femme, c'est que Paul Biya était politiquement vierge, pensait-il. Que Paul Biya était le moins sectaire de ses ministres, parce que quand il regardait les va-t-en-guerre comme Aïssi Vaudou-Victor, l'homme qui avait giflé Paul Biya dans son bureau en 1975, les deux hommes ont failli se battre et Biya, Ahidjo s'était interposé comme arbitre. Quand il voyait des gens comme Sabien Lebois, qui avaient eu maille à partir en Konsamba avec des Bamileke sur des questions foncières, Paul Biya lui apparaissait celui qui était le plus, on va dire, le plus sobre, le plus réservé et le plus tempéré. Et il a même dit à sa femme que voilà, il n'est l'homme d'aucun réseau, il n'est l'homme d'aucune région, parce que ça faisait quoi, 6-7 ans que Biya n'avait pas remis les pieds dans son fief là-bas. Donc, Biya va réussir la double dichotomie à faire croire aux Camerounais qu'il est un homme nouveau quand il arrive aux affaires. Pourtant, ça faisait quand même 20 ans. Il a fait sa carrière dans les bureaux, dans les arcanes du pouvoir, dans l'antichambre du pouvoir et sous l'aile protectrice d'Ahidjo. Les Camerounais l'ont accueilli avec, on va dire, un préjugé favorable, parce que l'homme était très très discret. Quand vous lisez les mémoires de Samuel Ebois, le président Ahidjo avait l'habitude de distribuer de l'argent dans des petites mallettes, et quand on en donnait à Paul Biya, il refusait. Il disait, voilà, mon salaire me suffit, etc. Je vous ai dit une fois ici que c'est le président Biya, le président Ahidjo, pardon, qui lui avait mis le pied à l'étrier à l'hôtel intercontinental à Genève en 1968, lorsque son ménage battait de l'aile. Et le président avait tout payé pendant un mois. Et quand il est revenu, Biya a calculé tout ce que ça avait coûté et allait déposer ça au trésor. Et quand Ahidjo l'avait convoqué, il lui avait dit, non, monsieur le président, j'ai un salaire, je suis parmi les privilégiés, je trouve qu'il est indécent, etc. Donc, il a d'abord montré à Ahidjo qu'il n'était pas un homme du pouvoir, un homme assoiffé du pouvoir, qu'il n'était pas un homme d'argent. C'est un des rares ministres dont le nom n'avait jamais été cité dans les scandales, parce que sous Ahidjo, il y avait également des scandales. Il avait acheté une maison, mais avec un prêt bancaire, qu'il remboursait tous les mois de son salaire. Et c'était traçable. Ceux qui ont vécu à Yaoundé à cette époque comme moi, parce que moi j'habitais l'université sans être étudiant, puisque mon oncle était intendant du restaurant universitaire, c'est lui qui partageait les chambres des étudiants. Ceux qui ont vécu à Yaoundé à cette époque se souviennent d'avoir vu Biya faire du vélo dans Yaoundé, avec son ami Fofé, son futur ministre de la jeunesse et des sports. Voilà, il n'était pas rare de le voir dans un café prendre un verre avec des ministres nordistes. Il disait jamais rien. À un moment, Ahidjo a pensé nommer, faire d'Adamou Ndamjoya son dauphin. C'est Fauchivé qui raconte ça dans sa mémoire. Parce que Ahidjo était redevable, si Ahidjo est devenu président, si Jean Ramadier a approché Ahidjo pour lui proposer le deal, c'est grâce à Njoya Aruna, le papa d'Adamou Ndamjoya. C'est ce qui va expliquer que sous Ahidjo et même sous Biya, les Bamoun vont avoir une part assez prépondérante dans les affaires de l'État. Ils tenaient les services de renseignement, etc. Ils avaient des entrées partout. Donc Ahidjo
par reconnaissance, a demandé à Ndam Njoya, des années après la mort de Njoya Aruna, mais est-ce qu'il a laissé des enfants, etc. Foshivé lui dit, mais vous avez un de ces enfants dans votre gouvernement. Parce que ce qu'ils ont oublié, non seulement Adamou Danjoya était le tout premier directeur de l'IREC, l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, mais il avait été vice-ministre des Affaires étrangères. Mais lorsque Ahidjo le nomme à ce poste, Ahidjo ignore complètement qui il est. Donc, c'est Foshivé qui va lui dire que mais, vous demandez des enfants, des nouvelles des enfants de Njoya Aruna. Mais vous avez un d'entre eux dans votre gouvernement. C'est votre vice-ministre des Affaires étrangères. Donc, Ahidjo réfléchissait sérieusement à donner le pouvoir à faire de l'amour d'Amjoya son dauphin. Il n'a jamais voulu, on accueille l'ami Ndemanfou, Ahidjo n'a jamais voulu passer le pouvoir à un autre nordiste. Et les gens, quand on est du Sud, on ne peut pas comprendre ça. Mais Ahidjo sait que les nordistes, majoritairement, le regardaient de haut. Parce que contrairement à ce que pense l'imagerie populaire du Sud, le Grand Nord, ce que vous appelez trivialement le septentrion, n'est pas un bloc homogène en tout point pareil. Il y a d'énormes divisions là-bas. Et donc Ahidjo n'a jamais pensé transmettre le pouvoir à un nordiste. Absolument jamais. Parce que les gens vont poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas procédé à un changement de constitution, nommant dans la foulée un nordiste Premier ministre, et y faisant son dauphin? Pas du tout. Ahidjo se sentait plus à l'aise. Il aurait pu déplacer la capitale du Cameroun pour l'amener à Garoua, par exemple, mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il était moqué chez lui au nord. Les nordistes étaient une espèce de miroir, ce qu'il avait connu, un miroir déformant qui lui rappelait la modestie de ses origines. Ahidjo était des pères inconnus, sa maman était une femme seule, merci aux frères Ndemanfou, syndicat du président du syndicat de partage. Tu parles en économiste, tu sais de quoi tu parles. Alors, Ahidjo était donc de père inconnu. Sa maman était une femme seule, ayant élevé un enfant seul. Et dans la tradition conservatrice des Lamido du Nord, c'était mal vu. Il y a des nordistes qui l'ont bravé. Je vous ai dit comment le Lamido de Marois, Yaya Daïrou, le traité publiquement de Ndjaloudjou, ça veut dire bâtard en peul. Même à Garoua, les Ayatou le regardaient. Donc Ahidjo, il aimait bien les gens du Sud. Il avait de l'admiration, contrairement à ce que peuvent penser certains, il avait beaucoup d'admiration pour l'UPC. La conviction du combat, la conviction on va dire des convictions, la conviction politique, idéologique des gens de l'UPC, des gens qui étaient prêts à mourir pour les idées auxquelles il croyait. Sa femme raconte dans YouTube que lorsque Ahidjo il y a eu l'affaire avec Monseigneur Ndompo, Ahidjo a dit je vais sauver la vie à Monseigneur Ndompo, je vais lui sauver la vie, mais je ne le respecte pas, je le méprise. Je vais faire tuer Ernest Wandi pour servir d'exemple, mais je le respecte. Je le respecte pour la constance de ses idées. Donc, vous voyez, Ahidjo, il a fait son parti UNC. Entre UNC et UPC, il n'y a que la lettre M qui change. Il avait beaucoup d'admiration. Et quand vous voyez les patrons, les capitaines d'industrie de l'Ouest, beaucoup doivent leur richesse à Ahidjo. Ahidjo qui disait, donnez-leur les moyens. Parce qu'il fallait remplacer la bourgeoisie. C'est-à-dire qu'au lendemain du départ des colons, il fallait procéder à plusieurs remplacements. Il avait vu ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire, il avait voulu faire le contre-pied au Cameroun, il fallait remplacer les cadres coloniaux par des cadres locaux. Donc, on formait les Camerounais à la va-vite pour remplacer les élites. Et c'était la même chose avec la bourgeoisie.
il fallait remplacer les bourgeois étrangers. Parce que, rappelez-vous, le Cameroun n'était pas une colonie française. Le Cameroun n'était pas une colonie anglaise. Et c'est encore moins une colonie allemande. Le Cameroun était un protectorat. Donc, au lendemain de la défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, le Cameroun va être placé par la Société des Nations, une société, un territoire international, où tout le monde venait chercher aventure. Il n'y avait pas que les Français au Cameroun, il n'y avait pas que les Anglais, il y avait des Syriens, des Libanais, des Grecs, etc. Il y avait les Ouest-Africains, les Sénégalais, qui ont épousé les grandes familles. Et je disais, mais et les Camerounais alors dans tout cela? Donc, il avait décidé de créer une bourgeoisie camerounaise pour remplacer la bourgeoisie étrangère, qu'elle soit occidentale ou africaine. Et il avait donc favorisé l'émergence d'une bourgeoisie bamileke en leur donnant des possibilités. C'est vrai qu'il va en faire un terreau de clientèle électorale, mais il va faire la même chose au nord. Et il va grouper les hommes d'affaires de l'ouest et les hommes d'affaires du nord, et il va leur dire, pas de concurrence entre vous. Pas de concurrence entre vous. Le Cameroun est suffisamment riche pour tout le monde. Donc là où il y a un homme d'affaires du nord, il n'y a pas un homme d'affaires bamileke. Là où il y a un homme d'affaires bamileke, vous ne trouverez pas d'homme d'affaires du nord. Ils ont des syndicats, et c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Vous prenez un exemple, si vous connaissez la ville de Douala, là où il y a Soin, vous ne verrez jamais Fadil. Là où il y a les Bayrou, vous ne verrez jamais Fotso. Mais ils sont dans un syndicat. Là où il y avait les James Onobiono, vous n'allez pas voir des Nordistes, vous n'allez pas voir des Bamileke. Mais ils travaillent ensemble. Et ça, c'était l'esprit d'Ahidjo. L'esprit qu'il a inculqué. Parce qu'il savait que ce qu'il fallait faire, reprenant une idée de l'UPC, une idée de Ruben Oumiobe, reprise par Wanji. Oumiobe disait, le seul médicament contre le tribalisme, c'est la richesse, l'abondance. Si vous créez la richesse, ça résout le problème du tribalisme. Si vous ouvrez les écoles, vous fermez les prisons. Donc Ahidjo a repris cela, on ne lui reproche pas, parce que la plupart des projets quand même qu'il a découlés étaient des projets de l'UPC. Pour ceux qui ont lu ces questions, il disait créer de la richesse en abondance. Il faut que les Camerounais soient riches, qu'ils aient à manger, etc. Et c'est ça qui va régler. Parce que le tribalisme commence quand il vient à manquer des choses. On commence à questionner l'origine des gens, leur antériorité sur un certain site. Donc il disait créer l'abondance. Que les Camerounais vivent dans l'opulence. Favoriser. Ahidjo a repris cette idée en donnant des avantages aux entrepreneurs de l'Ouest et du Nord, et même à ceux du Sud, des gens comme les Tébéla, et des autres dont je ne connais pas le nom ici. Donc, Biya arrive au pouvoir dans ce contexte. Mais on a la CNPS créée pour payer les pensions. Mais à la cession de l'indépendance au Cameroun, la population camerounaise est très jeune. On fait moins de 5 millions d'habitants. La CNPS a beaucoup d'argent. Parce que personne ne va en retraite. Les gens commencent leur carrière. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de cet argent, de tout cet argent qu'on a stocké? On va ouvrir des comptes, on va diversifier des activités, construire des maisons. Vous avez des immeubles CNPS à Douala, vous en avez à Yaoundé, on va prendre des parts dans les banques, etc. Donc, quand Biya arrive au pouvoir, il y a beaucoup d'argent dans les caisses. Beaucoup d'argent dans les caisses. Mais il n'arrive pas au pouvoir avec l'esprit de son prédécesseur. C'est-à-dire que il a des très bonnes dispositions dans un premier temps, mais il est pris en otage par les siens. Il est pris en otage par les siens. Ça va s'aggraver. Parce que quand, je vous ai dit tout à l'heure que Ahidjo a été réélu en 1980 pour 5 ans. Un nouveau mandat de 5 ans. Donc, élu en 1980,
son mandat n'arrive pas à terme. Son mandat court jusqu'à 1985. Alors, il démissionne en 1982. Donc, il a encore 3 ans à courir. Alors, Paul Biya est son dauphin constitutionnel. Il est issu du même parti politique que lui. Jusque-là, ils n'ont pas de problème. Donc, Biya doit terminer le mandat d'Ahidjo avant de se présenter à son nom propre. Il n'y a pas de parti politique, il y a un seul parti politique. Donc, personne ne va lui barrer la route. Mais il commence à avoir des dissensions. Ahidjo est reparti en France. Il a été en Allemagne, fait une contre-expertise. On lui dit que les gens lui ont injecté le formol dans la mâchoire. C'est pour ça qu'il voulait parler, la parole ne sortait pas. On lui a injecté des asticots dans l'œil gauche. De temps en temps, il voit flou. Il entre dans une colère noire. Donc, il faut reprendre le pouvoir à la faveur d'une astuce constitutionnelle. La constitution du Cameroun, lorsqu'Ahidjo était président, disait que le président de la République était le chef de l'État, mais était aussi le chef du gouvernement. Certes, il y avait un Premier ministre, mais le Premier ministre animait l'équipe gouvernementale. Mais le président de la République était président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement. C'est lui qui conduisait et impulsait la politique de la nation. Pour revenir aux affaires, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir inscrire au sein de la Constitution la primauté du parti unique sur l'État. On va dire, le parti imprime et conduit la politique de la nation en lieu et place du gouvernement. Ceux qui étaient à Yaoundé se souviendront que lorsqu'il y avait des manifestations au public où Ahidjo et Biya devaient comparaître ensemble, Biya arrivait avant, il poireautait souvent pendant 30-40 minutes et Ahidjo arrivait plus tard. Des gens comme le Joseph Owono vont commencer à lui dire mais Paul, tu ne peux pas accepter ça. C'est toi le président de la République. Voilà, etc. Mais Paul Biya, il ne disait rien, mais il avait sa petite idée. Donc, en juillet ou en juin 1983, Yannick Noah a remporté les internationaux de France, les internationaux de tennis de France, Roland Garros, et François Mitterrand, qui doit faire une visite d'État au Cameroun, a été informé que le père de Yannick Noah est camerounais. Donc, il vient au Cameroun avec Yannick Noah. Les journalistes s'affairent, les journalistes français, etc. Mais ils oublient qu'il y a un coup d'État. Les nordistes ont préparé un coup d'État, ils veulent faire un coup d'État. François Mitterrand est au courant, il demande au service secret français de faire échouer ce coup d'État. Il va se passer plusieurs autres choses, mais à cause de ces brimades, on va pousser Paul Biya à se défaire de la tutelle d'Ahidjo. On va lui dire, écoute, au lieu d'attendre l'année 1985 pour organiser des nouvelles élections en ton nom propre, il faudrait que tu organises des élections anticipées. Comme ça, tu es élu à ton nom propre et tu pourras avoir les coulées franches. Donc, en janvier 1984, Paul Biya organise des élections anticipées. Il les remporte à 99, score soviétique, c'est le parti unique. Donc là, il a une légitimité en son nom propre. Mais, quelques mois plus tard, février, mars, avril, 3-4 mois plus tard, il y a une tentative de coup d'État, le 6 avril 1984. L'armée aurait pu prendre le pouvoir, parce que la tentative de coup d'État est amenée par les éléments de la garde républicaine. C'est un corps d'élite de la gendarmerie. Il y a quelques éléments de l'armée régulière. L'armée loyaliste aurait pu prendre le pouvoir. Mais ils ont sauvé le fauteuil de Biya. Biya en est conscient. Donc, autant il avait des coulées franches, maintenant sa légitimité, il la doit à l'armée. Il est pris en otage par l'armée, mais il est en situation de cohabitation permanente avec cette même armée,
mais avec les gens de son ère culturelle, qui lui disent, écoute Paul, c'est notre tour pour manger. Les gens du Nord, les Wadjo, ils ont déjà trop mangé. Si tu n'es pas capable, tu dégages. Tu laisses la place à un de nos fils. Voilà. Parce qu'on a l'impression que tu as peur de ces Wadjo, tu leur donnes des trucs, etc. Donc, si tu n'es pas capable, tu dégages. Parce que ce pouvoir est à nous. Ce pouvoir était à un de nos fils, André Marimbida. Les Wadjo ont comploté avec les Blancs pour l'enlever. Il est mort aveugle. Et toi, ce Wadjo, il a commis l'erreur de te mettre. Et puis toi, si tu n'es pas sûr, tu dégages. Donc voilà le langage que... Bon, donc à partir de là, Paul Biya va procéder à un changement de priorité. Il avait quelques bonnes idées. Quand il est arrivé, très enthousiaste, etc. Il a été accueilli, je vous ai dit, de façon enthousiaste, avec un préjugé favorable. Mais, je vais changer la batterie, les amis. Alors, attendez. Voilà. Sinon, le truc va nous laisser en cours de chemin. Bon. Voilà. La batterie nous laissait déjà, alors j'ai essayé d'ajuster. J'espère que ça se voit bien. Voilà. Très bien. Donc, on lui dit, si tu n'es pas capable, tu laisses la place à quelqu'un d'autre qui peut faire l'affaire. Mais c'est notre tour pour manger. Les Bamileke, ils ont travaillé avec les Wadjo, eux, ils ont déjà mangé. Voilà, nous, on n'a rien, etc. Donc, l'armée aussi est là. Les militaires, ils font des affaires, ils ont des licences d'importation, du riz, certains ont des hôtels, des boîtes de nuit, des licences d'exploitation de la forêt. Et bien ne dit rien. Jeanne Irène Biya, la première dame, a quelques remords. Il y a des gens qui se livrent à des pratiques malsaines. Sa femme va lui dire, écoute, il ne faut pas, on va l'éliminer. Il y a un prélat, le père Angèle Benvin, camarade des séminaires de Paul Biya, qui a ses entrées à la présidence, qui lui dit, Paul, essaie de parler à ton entourage parce qu'il y a des pratiques, la mendication, la consommation des organes, pour déployer l'énergie contre des adversaires politiques. Ce n'est pas ce que nous avons appris au séminaire, Paul. Essaie de mettre de l'ordre dans ça. Mal va lui en prendre. Avril 95, on va le découvrir baignant dans une mare de sang. Le coffre-fort est plein à craquer, on n'a rien touché. Son cerveau manque à l'appel. On apprendra plus tard que ce cerveau a été négocié à des enchères allant dans les millions de dollars. Parce qu'ils ont une pratique qu'on appelle la mendication. Consommer les organes humains. Et ensuite, surtout pour les bébés, les parties sexuelles, les bébés innocents. Parce qu'après, on va déployer ça en forme d'énergie nocive contre des adversaires qu'on peut paralyser à distance. Je vous parlais hier d'Israël. Pourquoi est-ce que le Cameroun, je reparlerai d'Israël, on a survolé le sujet hier, vous voyez que nous nous dépannons un peu avec le portable en attendant que notre dispositif habituel revienne en place. Les techniciens travaillent dessus, je les salue d'ailleurs. Pourquoi est-ce que le Cameroun est un des seuls rares pays qui ne vote pas des sanctions au Conseil de sécurité contre Israël? Quand on essaie de renverser Paul Biya en 1984, on lui a dit que au soir du 6 avril 1984, on a aperçu des agents des services secrets français venus de Libreville, des paras venus de Libreville à Yaoundé. Mitterrand était socialiste, il aimait Biya, oui, mais vous savez, en France, vous avez l'État dans l'État.
C'est-à-dire que quand vous devenez président, comme François Hollande l'a été, vous avez affaire à la forteresse Bercy. Ce n'est pas comme aux États-Unis que lorsque un président arrive, il remplace l'administration précédente de fond en comble. En France, lorsque vous êtes élu, vous nommez des ministres, vous faites ceci, mais vous avez le corps de l'administration. Ce sont des fonctionnaires. C'est eux qui font tourner la maison. S'ils ne vous aiment pas, ils vont vous mettre des bâtons dans les roues. Mêmement pour les services secrets. Les services secrets en France sont d'obédience gaulliste. Ça date de l'époque de la résistance. Donc c'était les amis d'Aïdjo. Ce sont les gaullistes qui ont mis Aïdjo au pouvoir. Donc ils voyaient Biya d'un très mauvais œil. Mais au courant de ça, excusez-moi, Biya s'en va voir les Américains pour que les Américains l'aident pour sa sécurité personnelle. Or, les Américains ne font pas du babysitting, ils ne font pas ce genre de choses. Les Américains peuvent vous enlever, peuvent vous destituer, mais les Américains ne protègent le régime de personne. Voilà. C'est dans ça qu'ils vont envoyer Biya aller voir Mobutu. Mobutu, dont la garde prétorienne s'appelle la DSP, la direction spéciale présidentielle, le met en contact avec des Israéliens. L'Israélien qui a fait la DSP au Zaïre, c'est lui qui va venir créer le Biya au Cameroun. Et à ce jour-là, tous les anciens officiers retraités israéliens, c'est eux qui vont prendre le truc. Il va faire la connaissance d'un rabbin d'origine algérienne qui a une secte qu'on appelle la Kabbale. Il va introduire Biya au sein de la Kabbale et il va présenter Biya à un autre Israélien qui habille l'armée israélienne. Mais lui, il est basé à Genève. Et ils vont dire à Biya, écoute, tant que Israël sera à tes côtés, tu mourras au pouvoir. Donc, quand on vote une résolution aux Nations Unies, au moment de voter, l'ambassadeur du Cameroun va aux toilettes, ou alors il fait semblant de dormir. Le Cameroun n'a jamais rien voté contre l'État d'Israël. La RDC dans ce cas, et je pense le Togo. Donc voilà les chers amis. Mais Biya, qu'est-ce qu'il a fait? Même les contacteurs, même les détracteurs d'Aïdjo reconnaissent que l'homme a travaillé, que l'homme était patriote. Mais Paul Biya a inventé le gouvernement par décret. Il n'a pas besoin d'être là. La gouvernance à distance. Président omniprésent. Mais on l'appelle lui président omni-absent. Il lui arrive de faire 44 jours d'affilée en Suisse, évitant de vitesse et évitant de justesse la période où on doit le déchoir. Parce qu'au-delà d'un certain nombre de jours à l'étranger, la Constitution ou le Conseil constitutionnel, sur ce qui en tient lieu, est légalement tenu à constater une vacance du pouvoir. Mais qui va le faire? Au Cameroun, c'est la démocrature. C'est-à-dire un mélange, un semblant de démocratie et des dictatures. Les Camerounais, depuis 1982, n'ont pas de président. Et là, il est en train de vouloir fourrer son fils au Camerounais. Alors, 41 ans plus tard, le compte n'y est pas. Le Cameroun est à l'image d'un avion qui fonctionne sous le mode du pilotage automatique. Il faut féliciter les Camerounais parce qu'ils se battent tout seuls. Les hôpitaux sont des mouroirs. Les infrastructures inexistantes. Ce qui tient lieu d'autoroute, cimetière à ciel ouvert. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Les coupures d'électricité sont intempestives. C'est le règne de l'arbitraire. Le Cameroun est le seul pays sur la planète Terre où les fonctionnaires brassent plus d'argent que les hommes d'affaires. On a privatisé les moyens de l'État au service de quelques mafieux. L'armée au Cameroun est privatisée.
La police au Cameroun est privatisée. La gendarmerie au Cameroun, corps d'élite naguère, corps intègre, est privatisé. La douane, on n'en parle pas. Pas de route. Les ministres de Paul Biya, il ne connaît même pas certains d'entre eux, puisque entre le moment qu'il les nomme et le moment où ils s'en vont, ils ne l'ont jamais rencontré. Les conseils des ministres au Cameroun ont lieu quand le prince le veut, et les décisions qui sont prises là-bas n'engagent personne. Le premier ministre, comme dirait quelqu'un, c'est le premier des ministres. Il a plus, le secrétaire général de la présidence a plus de pouvoir que lui. Biya, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé la zizanie. C'est ce que dit Jacques Foccart. Il se maintient au pouvoir par la zizanie. Un jour, lors d'un sommet, Chirac s'adresse à Paul Biya. Il lui dit, mais Paul, tu ne m'appelles jamais, ni ne me rappelles d'ailleurs. Biya lui dit, oh, tu sais, Jacques, je suis souvent au village, le réseau ne passe pas. Et quand Biya tourne le dos, Jacques Chirac demande à son ami Michel Lecorse, il lui demande, comment fait-il pour tenir un peuple aussi difficile que les Camerounais en s'y mettant si peu? Personne ne comprend rien. Au nord Cameroun, il ne va jamais. Il y a des endroits au Cameroun, je ne sais pas s'il a déjà mis pied à Banganté, s'il a déjà été dans toutes les villes où Aïdjo allait jusqu'à Ndikénémeki, Soa, tous ces endroits. Lui, il ne va pas là-bas. Aïdjo, comme disait Montaigne, tu peux avoir raison, vous pouvez avoir raison et piétiner votre raison. Aïdjo a détruit l'œuvre de sa vie en mettant ce monsieur. Ce monsieur qui croyait pouvoir tenir. En 1987, le roi du Maroc, Hassan II, fait le roi du Maroc, Hassan II, arrive à les réunir à Agadir. 1987, c'est Maurice Robert qui raconte ça dans ses mémoires, intitulé Ministre de l'Afrique. Donc, il se voit, le roi du Maroc a voulu les rabibocher. Biya, il parle à Idio comme s'il parlait à un valet des chambres. Il lui dit non, il faudrait que tu demandes, tu fasses une lettre d'excuse au Camerounais, ça va apparaître dans Cameroun Tribune. Idio lui a craché au visage. Les deux hommes ont failli se battre. Ce sont les services marocains, services du protocole marocain qui séparaient. Idio lui a craché au visage. Tu me demandes, moi, toi, je t'ai sorti du trou, et tu me demandes, moi, d'écrire une lettre d'excuse pour des trucs que toi, tu as manigancés et tu m'as mis sur le dos. On ne sait pas, il n'y a que Dieu qui va sauver les Camerounais. Dieu, s'il existe, il n'y a que lui qui va sauver les Camerounais. Parce que quand vous regardez nos fonctionnaires sous Aïdjo, on a eu deux secrétaires généraux de l'EUA, ancêtres de l'Union africaine, on a eu Zoaï Kangaki et William Etekimboma. Vous alliez dans tous les postes. Nous, quand on était étudiants et qu'on était fauchés, il suffisait d'aller dans les missions comme la SECNA, toutes ces institutions internationales, le BIT, Bureau international du travail à Genève. On allait voir les tontons qui travaillaient là-bas pour nous dépanner, qui ne nous connaissaient pas, mais on savait que les Camerounais étaient des fonctionnaires internationaux. Mais aujourd'hui, on ne les trouve plus, parce que Biya n'est pas là. Parce que quand il y a des sommets comme ça, donc, le président, chaque président est là pour placer mais lui n'est pas là. On ne va pas faire des choses en lieu et place de lui. Aujourd'hui, vous allez dans les organismes internationaux, les Camerounais qui sont bardés des diplômes, on ne les trouve pas. Vous allez dans des trucs comme ASECNA, vous allez dans des trucs comme, même à New York, où partout il y avait des Camerounais dans ces instances. Aujourd'hui, ils n'y sont pas. Vous allez trouver d'autres nationalités. Mais pas les Camerounais, parce qu'il y a personne pour plaider, pour défendre leur dossier. Parce que quand vous voulez, vous prenez le cas par exemple de ministre Strauss-Kahn, lorsque il a voulu travailler au Fonds monétaire international, mais Sarkozy était président. Il fallait que Sarkozy soutienne sa candidature, qu'elle la valise.
Parce qu'on ne peut pas vous nommer dans une instance internationale sans l'aval de votre gouvernement d'origine. Il s'était débarrassé de Georges Ngango, agrégé d'économie. Il a mis à la touche sans raison. Et à l'époque, le secrétaire général des Nations Unies s'appelait Xavier Pera de Cuellar, un Péruvien. Il lui a dit, bon, voilà, il a créé un poste à Nairobi et il a nommé le Camerounais. Le gars, il était à Douala, à l'aéroport. Fauchivet lui a arraché le passeport. On lui dit, il va nulle part. Et quand Biya le rencontre dans un sommet international à Genève, il lui demande, mais pourquoi est-ce que vous avez empêché Georges Ngango de venir à Nairobi? Biya lui dit, oh, vous savez, nous avons besoin de nos cadres. Hein? Nous sommes un petit pays avec un déficit du personnel. Il a mis là, c'est-à-dire que non, Biya, c'est quelqu'un d'abord de très jaloux. Il est très envieux. Je vous ai dit à plusieurs reprises qu'il adore le végétariat à condition d'être la seule vedette. Mais quand vous commencez déjà à lui ravir la vedette, regardez ce qu'il a fait à Marafa. Il dit complicité intellectuelle. Ça existe où ça? Vous avez déjà vu ça dans quel... Regardez dans tous les codes de justice dans le monde. Il y a personne... complicité intellectuelle, d'être détournement. Il ne supporte pas. Et c'est pour la même raison qu'il a arrêté Jean-Marie Atangana Mebara. Jean-Marie Atangana Mebara a été acquitté en 2008, 2012 ou 2008. Biya dit qu'il reste en prison. C'est le fait. C'est-à-dire l'État, c'est lui. C'est pour la même raison qu'il a arrêté mon ami Hubert Olangema. Parce que le gars a été élu à la mairie de ça. Et Biya ne veut pas que quelqu'un se prévale d'une autre légitimité que celle qui vous confère. Il va vous créer des casseroles. C'est un jaloux. C'est pour les mêmes raisons qu'il a fait arrêter M. Pierre-Désiré Ngo, qui n'a rien détourné du tout. Ils ont bouffé de l'argent qui a été destiné à payer des fonctionnaires. Ils l'ont obligé à défaquer l'argent de la Caisse nationale de prévoyance sociale, l'argent destiné à payer des pensions, pour payer les fonctionnaires. Et comme l'autre avait créé l'Institut Paul Martin Samba, parce que les boulous de Samelima ont toujours eu un complexe vis-à-vis des boulous de Bolova. Je vous rappelle que Bolova, c'est la patrie de, comment on l'appelle, Abel Yinga, l'homme qui a présenté Jean-Iran Biya à Paul Biya. Donc il y a cette guerre-là. Donc il avait un complexe vis-à-vis de Désiré Ngo. L'homme qui lui donnait des conseils contre Aïdjo. Aïdjo avait d'ailleurs demandé et obtenu la tête de Pierre-Désiré Ngo, parce que Pierre-Désiré Ngo, c'est lui qui disait à Biya, écoute, n'accepte pas, etc. Et Biya, c'était un ingrat. Il a des complexes. Quand vous essayez de déborder d'une tête, il vous enlève. Il y avait un ministre du Nord qu'on appelait Omar Oussanda, qui a fait du très très bon travail au PTT. Il avait des cabines téléphoniques partout. Biya l'a enlevé sans raison. Et voilà, il garde des bénis, oui, pour faire plaisir à X ou Y, parce que tout pour lui tourne autour de son pouvoir. Tout tourne autour de son pouvoir. Vous avez des médecins qui ne gagnent même pas 200 000 francs CFA. Les gens vont dans les hôpitaux. Ce sont des mouroirs. Mais lui-même, il ne se soigne pas dans ces hôpitaux. Quand il tombe malade, il prend fuite, il va en Suisse. Mais il envoie des Camerounais dans ces mouroirs. Il y a des gens là-bas qui passent des concours alors qu'ils n'ont pas qualité. Moi, j'étais à Montréal en 1996. Et un ami qui me dit qu'il a passé le concours de cuisse alors qu'il n'avait même pas composé. Et il me disait, mais voilà un pays, mes parents m'écrivent pour me dire que j'ai passé le concours de cuisse, où je n'ai même pas posé les candidatures. Voilà le système, c'est-à-dire que Paul Biya a ridiculisé l'État du Cameroun, a clochartisé, alors que les fonctionnaires camerounais naguère allaient en vacances en Europe. Sur leur salaire, ils revenaient. Mais aujourd'hui, les gens achètent des places de concours parce que le Cameroun, c'est la vache à lait. Vous avez des gens qui ont de grosses voitures à 80 millions de francs CFA. Il n'y a pas de route. C'est-à-dire que vous avez des fortunes immenses qui se sont bâties là-bas
en face de la misère la plus abjecte. La criminalité s'est développée. Souvent même, vous avez des policiers qui louent leurs armes aux braqueurs, quand eux-mêmes ne prennent pas part au braquage. Voilà ce que Paul Biya a fait du Cameroun. Erreur d'Ahidjo. L'héritage malheureux que Ahidjo nous a légué. 41 ans, ça fait 41 ans que ça dure. Le Cameroun a marqué tout, a cliqué tous les points, toutes les cases. Plusieurs fois pays le plus corrompu du monde. Pays où la malnutrition est galopante. Pays où par moments l'insécurité est plus élevée qu'au Tchad et en Centrafrique. Pays où tous les fonctionnaires sont corrompus. Quand les gens se lèvent pour aller au travail, ils ne vont pas servir l'État. Ils vont à la chasse, ce sont des prédateurs. Et c'est cette mentalité qu'on est en train de léguer aux jeunes. Vous avez pléthore d'églises, des églises du déréveil, des véritables nids de bandits. Vous avez des lieux de perversion de mœurs, des bars à tous les carrefours. Vous avez même souvent des bars en face des écoles, pas loin des hôpitaux, des boîtes de nuit partout. Voilà l'héritage. Voilà ce que Paul Biya va laisser au Cameroun. Il avait l'habitude de dire qu'il partira dans l'histoire comme l'homme qui a apporté la démocratie au Cameroun, mais il restera dans l'histoire comme l'homme qui a criminalisé le Cameroun, l'homme qui a appauvri le Cameroun, l'homme qui a détruit l'éducation au Cameroun, l'homme qui a fait la promotion des sectes criminelles. Dans tous les hôpitaux au Cameroun, ils ont une section où on prélève les organes. On détourne les bébés des gens, au fin d'extraire des organes. Tout le monde est au courant de cela. On sait qui sont les commanditaires. Mais on ne dit rien. Voilà le Cameroun dans lequel Biya, le Cameroun que Biya va léguer aux gens. Un pays au bord de la banqueroute, endetté de partout. Un pays dont on a bradé le patrimoine aux Chinois. Voilà le Cameroun, mes chers amis, que Paul Biya va laisser à ceux d'entre vous qui ont moins de 25 ans. Un pays où plus de la moitié de la population a moins de 25 ans. Mais on est gouverné par des vieillards. On a la momie là, qui est à l'Assemblée nationale, qui marche à peine. On a l'autre momie au Sénat, qui marche comme un robot mécanique. On a l'autre bandit là qui est au Conseil constitutionnel, qui fait caca sur lui là. On a un président de la République qui n'a pas plus de 2 heures de lucidité par jour. Dans un pays où plus de la moitié de la population a moins de 25 ans. Un pays où les jeunes sont talentueux. Voilà le Cameroun que Biya va laisser aux gens. Mais c'est un pays qu'il faudra reconstruire. Un pays qui souffre de tout l'état, où on a injecté le venin du tribalisme en guise d'argument politique. La prostitution, il y a des gens qui se prostituent à partir de l'âge de 14 ans. L'homosexualité est rampante, encouragée, puisque c'est devenu un sésame, le droit de cuissage ou de préemption. Vous avez vu Roméo Dika, un artiste qui a fait une prestation, il s'en va prendre son cachet, on lui donne le peignoir pour le passer à tabac. C'est quel genre de pays ça? Il y a des gens qui n'ont pas le niveau du baccalauréat, on les envoie à l'ENAM. C'est la mangeoire. Les femmes mariées vont en Suisse
pour arrondir les fins du mois. Les maris acceptent ça. Ils restent avec des petites... et c'est la femme qui est partie. Là. Ça, c'est quel pays? Vous allez laisser quelle moralité aux gens? Un pays où la méritocratie républicaine, naguère acquise sur les bancs, a foutu le camp. C'est le gangstérisme. L'institutionnalisation de la criminalité au plus haut niveau de l'État. À tous les stades des institutions. Vous avez des Camerounais qui vivent ici, des filles qui travaillent dur, elles gardent les chaussures à leurs petits frères, à la douane, à l'aéroport, on arrache tout. Il faut payer. Vous n'avez pas de carte de vaccination, ils viennent avec une aiguille rouillée et on vous demande 10 €. Voilà l'État. C'est-à-dire qu'il faudra que ce pays change, mais il ne peut pas changer sans la violence. Il faudra un soulèvement. Ça prendra le temps que ça prendra, mais les gens vont se soulever parce que vous qui êtes nés sous Biya, vous pensez peut-être que ces choses-là sont normales. Nous sommes des enfants d'Aïdio. Aïdio n'était pas un saint, mais ça ne s'est passé pas comme ça. Vous avez des enfants qui passent la licence, on a des neveux, des nièces qui vous écrivent. Ils ne peuvent pas faire 3 lignes sans plusieurs fois de syntaxe. Vous avez des enseignants, ils n'ont d'enseignants que de nom. Ils écrivent n'importe quoi, parce qu'ils ne sont pas formés. Et c'est ces gens-là qui vont aller enseigner vos enfants. Vous vous attendez à quoi? C'est bien qui a installé le règne de la médiocrité. Au Cameroun, on félicite les médiocres, on récompense les médiocres. Là, j'ai vu une polémique depuis hier, vous aussi, je suis sûr, où une artiste se plaint de ce qu'on a mis tête d'affiche pour une campagne de la Camtel Fally Ipupa. Mais ceux qui ont de la mémoire, parce qu'au lieu de vous plaindre, mais travaillez. Parce que les artistes camerounais ne travaillent pas. Moi, je n'écoute pas leur musique. J'écoute des anciens, comme Charles Lembé. Mais de notre époque, les gars travaillaient. Mobutu avait sélectionné Francis Bébé pour un tube qui faisait la campagne de Ezaï. Quand vous alliez à Kinshasa, cette chanson s'appelle Kinshasa. C'est ce qu'on joue dans Ezaï. Donc, ce n'est pas une affaire de nationalité. On a pris Magic System. Son tube, c'était l'hymne officiel de la délégation de la Fédération française de football, la Coupe du Monde en Russie. Il n'est pas français. À l'époque, quand les gars travaillaient, on avait pris Eboaloté, on avait pris Nkotti François pour faire la promotion de la Camère. On avait pris Manu Dibango pour faire la campagne de Toyota. Toyota Corolla. Parce que les gars chantaient, les gars travaillaient. Mais aujourd'hui, vous ne travaillez pas. Vous avez des danses obscènes avec un vocabulaire ordurier. Et c'est ça qu'on va vous sélectionner pour faire quoi? Pour servir d'exemple à la jeunesse? Pour leur montrer la dépravation des mœurs? Travaillez comme vos aînés. Si on vous sélectionne parce que vous chantez bien, très bien. Mais si vous chantez mal, on ne va pas vous prendre juste parce que vous êtes Camerounais. Allez dans d'autres pays du monde. Vous allez au Mali, on appelle Chicken Fakolidja. Vous allez au Sénégal, on prend souvent Alpha Blondy. Ce n'est pas le critère de nationalité. C'est le critère, à l'époque, Elvis Kemayo au Gabon. Manu Dibango en Côte d'Ivoire. Sanfon Thomas au Kenya. On a pris Kofi Olomide en Angola, au Rwanda. Mais il est congolais. C'est le talent qui s'impose. Allez demander à un Camerounais, les jeunes, vous qui écoutez ces musiques, s'ils préfèrent Fally Ipupa ou tous les autres racailles là. Les gens travaillent. Travaillez, mettez-vous au travail et nous allons apprécier votre... Mais nous n'allons pas... je suis à table avec mes enfants, je regarde un truc et puis j'entends quelqu'un parler du caleçon, le bangala, machin. Attends, c'est quoi ça? C'est le contre-exemple. On prendra, tant que vous allez chanter des conneries comme ça, on va prendre les étrangers.
Et ça, c'est la culture de Paul Biya. Il endort les Camerounais dans les histoires de football, dans les histoires de cul, et ses amis s'en mettent plein les poches. Sois idiot. Un type comme Ferdinand Ngongo, on l'a convoqué parce qu'il a volé l'argent. L'argent de la CAN et du Covid. Il a été convoqué pour être entendu. Les Mébara sont en prison parce qu'on estime qu'ils ont prélevé de l'argent, vrai ou faux, mais voilà le motif officiel. Mais quelqu'un, l'homme à la punk, on le convoque, il dit, moi je pars pas. Venez me chercher. Et bien il a dit, oui, tu peux dormir tranquille. Il n'y va pas. Il y a une justice pour certains Camerounais et il y a un autre type de justice pour d'autres Camerounais. Le petit enfant qui est au CM1, en 6e, quand il voit ça, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, mais je peux tuer. Rien ne va m'arriver à partir du moment où je suis du RDPC, à partir du moment où je connais Ngongo, à partir du moment où Ngongo soit avec ma soeur, je peux tuer, rien ne m'arrivera. Voilà le pays que nous lègue Paul Biya. Un pays où tout est à faire. Je ne vais pas dire refaire parce que rien n'a été fait. On a cassé ce qu'Aïdjo a laissé. Les dernières paroles d'Aïdjo, c'était quoi? Comment en sont-ils arrivés là? Ont-ils bien pu faire avec ce que nous leur avons laissé? Quand Aïdjo a appris que le taux d'insécurité au Cameroun dépassait celui du Tchad et des Centrafrique réunis, que les fonctionnaires, pour certains, n'étaient pas payés depuis 6 mois. Il a fait une crise. Le Cameroun que nous, on a connu quand on arrivait en France, on disait que vous étiez Camerounais, pas d'équivalence de diplôme. On brillait dans tous les domaines. Mais aujourd'hui, regardez, c'est à peine si quelqu'un peut vous faire une phrase correcte sans des fautes indignes d'un écolier de CE1. Voilà l'héritage que Biya va laisser aux Camerounais. Les Camerounais à l'étranger sont connus pour des mauvaises raisons, alors qu'ils sont pétris de talents. Chacun se débrouille comme il peut. Quand il y a eu, vous avez vu ce qui s'est passé en Ukraine, la Côte d'Ivoire a envoyé des gens là-bas aller chercher les leurs. Ce qui s'est passé en Tunisie, les pays, la Côte d'Ivoire, la Guinée et tout. Côté Camerounais, il n'y avait personne. Il s'est débrouillé. Il s'est débrouillé. Quelqu'un va à l'ambassade, il a le passeport camerounais, un jeune ici, la femme est morte alors qu'elle était enceinte. On va faire des démarches pour rapatrier le corps au Cameroun. On nous demande qu'il est arrivé comment. Mais moi, j'ai demandé au consul idiot, je lui ai demandé, mais toi, tu es arrivé ici comment? Vous avez un compatriote une compatriote qui est décédée. On vous demande un décès parce que vous demandez comment il est venu. Vous avez ressuscité. Donc, les amis, voilà le point. 41 ans plus tard, le compte n'y est pas. Paul Biya, c'est la malchance des Camerounais, c'est la malédiction que le ciel nous a envoyée. Et on ne sait pas comment on va en sortir. Il y a des enfants qui sont nés sur lui, qui n'ont jamais travaillé, et qui vont aller à la retraite sans jamais avoir travaillé. Voilà. Combien de temps on peut tenir? Il n'y a que Dieu qui sait. On en reparlera quand mon dispositif sera rétabli, les amis. Je vous remercie pour votre attention. Bonsoir.